Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres. Unité internationale contre le terrorisme. Au moins 6 chefs d'État africains seront présents à la marche républicaine de Paris. C'est aux côtés d'une cinquantaine de dirigeants qu'ils défileront ce dimanche afin de condamner les tueries de ces derniers jours en France. La lutte contre les groupes terroristes est également à l'ordre du jour au Mali. Les soldats de la force multinationale africaine Barkhane sont aujourd'hui 1 millier sur le territoire, 2000 dans les pays voisins du Sahel. Une situation n'écartant pas la menace qui est aujourd'hui loin d'être éradiquée. Et enfin, les bibliothèques sont de moins en moins fréquentées au Nigeria. Le livre traditionnel cède dorénavant sa place à une lecture électronique. Nous verrons que les avis sur l'arrivée de ces nouvelles technologies sont partagés dans le pays. Mobilisation internationale autour du terrorisme. Plusieurs chefs d'État africains ont confirmé leur présence à la manifestation républicaine de ce dimanche à Paris. Une marche organisée en hommage aux victimes des attentats et pour lutter contre la montée du terrorisme dans le monde. Les précisions d'Anan Faro. L'Afrique, solidaire de la France. Le pays a connu cette semaine la pire attaque terroriste depuis un demi-siècle. Ce dimanche, une marche républicaine en hommage aux victimes a lieu à Paris. Les présidents gabonais, maliens et nigériens, ainsi que des membres de la diaspora africaine, seront aux côtés du président français et de milliers d'anonymes dans les rues de Paris. Une solidarité républicaine nécessaire contre tous les extrémismes. Avec l'enlèvement des jeunes filles par Boko Haram, il y a eu une mobilisation générale mondiale. C'est normal que les Africains se sentent aussi concernés par ce qui s'est passé en France, qu'ils soient solidaires. C'est très bien que les présidents africains participent, certains présidents africains participent à cette manifestation. C'est une façon aussi de montrer que les Africains sont solidaires, mais attention, ce mouvement, ce qui se passe aujourd'hui en France, ce qui s'est passé en France, se passe aujourd'hui en Afrique, continue, et ce n'est pas demain que le mouvement sera arrêté au niveau de l'Afrique, notamment Boko Haram et El-Shabaab. Un continent africain solidaire et des pays tous concernés par la lutte contre le terrorisme. C'est le cas du Cameroun où les autorités mènent une lutte acharnée contre le groupe Boko Haram. Il faut que l'on sache que la distance qui peut séparer un pays des zones de combat n'est pas une assurance tout risque. Pour ma part, je persiste à croire que la menace que représentent les djihadistes Boko Haram et autres Shabab ne pourrait être levé que par une mobilisation au niveau international. Nigeria, Cameroun, Kenya, Somalie, Libye, le terrorisme est présent sur plusieurs fronts en Afrique. Présidents, chefs de gouvernement et ministres africains viennent à Paris pour renforcer les rangs des manifestants pour la paix dans le monde. Médiation libyenne sous l'égide de l'ONU. Une réunion des parties prenantes libyennes est annoncée pour la semaine prochaine à Genève. L'objectif du dialogue est la formation d'un gouvernement d'unité. Le pays est actuellement dirigé par 2 gouvernements qui se disputent le pouvoir à distance, l'un contrôlant Tripoli et l'autre reconnu par la communauté internationale siégeant à Tobrouk. La situation sur le terrain inquiète. Ce samedi, de nouveaux affrontements ont éclaté à Ain Mara, à l'est de Tripoli, faisant 13 victimes. Et malgré l'implication des États africains, le Sahel continue d'abriter des foyers terroristes susceptibles de déstabiliser les États de la région. En réponse à cette menace, c'est une force multinationale africaine qui a été mise en place en janvier 2013. 2 ans après son installation, quel bilan peut-on en tirer? Élément de réponse avec Ibrahim Ndiaye. 11 janvier 2013, 11 janvier 2015, voilà 2 ans que débutait au Mali l'opération Serval. Sous l'égide de la France, en coopération avec la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la coalition comptait au départ 4000 hommes sur le seul territoire malien. Aujourd'hui, sous le nom de Barkhane, elle ne compte que 3000 hommes. 5 pays africains, la Mauritanie, le Tchad, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, composent désormais cette force. Avec le même objectif,
mettre les djihadistes hors d'état de nuire. Ça a commencé avec la force Serval qui est venue interrompre l'avancée des mouvements djihadistes sur la capitale malienne après l'attaque de Kona. Après avoir stoppé l'avancée des djihadistes, ils ont nettoyé carrément le nord de tous les combattants, que ce soit du MLA, du Moujaou ou d'Ansardine. Ils ont sécurisé l'endroit. Mais après une année, cette force a été transformée en force Barkhane. Mais la différence, c'est que Barkhane n'est pas aussi costaud comme la force Serval. Et puis Barkhane n'a pas comme base le Mali, parce que Barkhane est basé à Niamey, je crois. Et aujourd'hui, la force Barkhane n'a pas d'efficacité de Serval. Toutefois, pour permettre à la force multinationale africaine de remplir convenablement ses missions, plusieurs obstacles doivent être relevés. Ils ont pour nom la multiplication des moyens humains et financiers, mais également une redéfinition des rôles de cette armée. Aujourd'hui, pour que Barkhane puisse jouer pleinement son rôle, il faut que Barkhane soit réellement basé au Mali et que l'effectif soit très costaud. Et puis aujourd'hui, quels sont les postes de résistance? Il faut connaître ces postes de résistance et déployer les forces Barkhane à ces endroits. Notamment, tout le monde sait que la partie de Nampala, Djabali, c'est le maillon faible de la chaîne. C'est un de deux. Et même aujourd'hui, que ce soit à Gao, il y a tout le temps des mouvements. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, non seulement Barkhane doit être basé au Mali, mais l'effectif aussi doit être multiplié et tous les points stratégiques doivent être occupés pour en tout cas stopper, soit atténuer les différents rapports auxquels nous assistons actuellement. Sur le plan diplomatique, les négociations d'Alger se poursuivent et devront reprendre ce 20 janvier. Un dossier sur lequel est vivement attendu le nouveau Premier ministre Modibo Keïta, nommé à la tête du nouveau gouvernement ce jeudi 8 janvier 2015. La Tunisie revoit ses prévisions de croissance agricole à la hausse. Le pays table désormais sur une augmentation tournant autour de 8% grâce notamment aux productions traditionnelles d'huile d'olive et d'agrumes. Le gouvernement n'écarte pas la possibilité de diversifier ses productions agricoles afin de dynamiser davantage la croissance économique nationale, comme nous l'explique Idelette Mirabel-Bissou. La croissance économique agricole attendue en Tunisie en 2015 est estimée à 8%. En 2014, la prévision agricole était de 2%. Le ministre de l'Agriculture compte sur la production d'huile d'olive appelée à tripler en 2015 pour atteindre 280 000 tonnes. La production d'agrumes, avec environ 400 000 tonnes, va aussi connaître une hausse de 12%. Mais l'atteinte de ces objectifs agricoles pourrait ne pas avoir un impact considérable sur l'économie nationale. L'effet national de la croissance agricole sera au maximum de 0,8%. Parce que le poids de l'agriculture dans l'économie, dans la création de richesses, n'est plus comme c'était le cas en Tunisie il y a longtemps. Et la Tunisie n'a pas l'agriculture des pays du golfe de Bénin où l'agriculture a été modernisée, où l'agriculture a été à la limite parfois industrialisée. Le fort taux de pluviométrie attendu cette année va contribuer à améliorer les productions agricoles des secteurs traditionnels comme les olives et les agrumes en Tunisie. La récolte céréalière s'annonce aussi fructueuse en 2015 avec 20 millions de quintaux de prévision. Cependant, pour stabiliser le taux de croissance économique, les défis restent à relever dans d'autres secteurs. La situation réelle de l'économie tunisienne qui a besoin, je le rappelle, comme la plupart des économies africaines, d'un taux de croissance entre 6,5 et 7,5% pour que toutes les nouvelles arrivantes, tous les nouveaux arrivants sur le marché de l'emploi trouvent un emploi. Donc nous en sommes très loin. Plus de 30% des terres arabes est consacrée à la culture d'olive en Tunisie. La culture d'olive représente presque 15% de la valeur totale de la production agricole. Le commerce international annuel d'olive affiche 50% des exportations agricoles dans le pays. Cependant, les économistes estiment que diversifier les productions agricoles pourrait contribuer à booster davantage la croissance économique nationale. En Côte d'Ivoire, les enseignants de l'Institut national de formation des agents de santé poursuivent leur grève. Depuis le 6 janvier, les enseignants réclament le paiement des arriérés des salaires de décembre 2014 et de primes d'encadrement de mémoire, de surveillance des examens de diplôme d'État et de primes d'enseignement qui remontent pour certains à 2012. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication sont omniprésentes. Au Nigeria, certains pensent qu'elles sont en train de changer le quotidien. C'est notamment le cas de la lecture traditionnelle qui est peu à peu remplacée par des livres électroniques, comme nous le montre ce reportage d'Afolake Olinloye, notre correspondante au Nigeria. La lecture disparaît-elle des habitudes au Nigeria? Dans le pays, beaucoup estiment que les nouvelles technologies sont en train de prendre le pas sur les habitudes de lecture.
Tony Aouzé est un habitué de bibliothèque à Abuja au Nigeria. Pour lui, les bibliothèques sont de moins en moins fréquentées aujourd'hui. À l'époque où j'allais à l'école secondaire, il n'y avait pas d'Internet. On n'utilisait pas les téléphones GSM. Même maintenant, les diplômés, parce qu'il n'y a pas d'emploi, préfèrent se distraire avec le football. Avec le développement de la technologie, le livre électronique se substitue au bon vieux bouquin de poche. Malgré ces innovations qui donnent un accès plus facile au livre électronique, beaucoup d'observateurs nigériens estiment que la place du livre classique doit être conservée. Je pense que non, le taux ne diminue pas. Les gens viennent lire de temps en temps. Vous pouvez voir, les sièges sont occupés. J'ai même été surprise de voir le 31 décembre que les gens sont venus lire la veille de la fête. Je suis étudiante, je viens à la bibliothèque pour mieux m'instruire. Nos professeurs enseignent bien, mais je ne pense pas me limiter à ça. Le gouvernement, les communautés, les organisations et les parents ont leur rôle à jouer pour encourager la culture de la lecture au Nigeria. Le rôle des bibliothèques dans la promotion des habitudes de lecture doit être également encouragé. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.